Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Candice, 18 ans, nous parle du dispositif Interrail et de son périple à travers l'Europe. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Voici TokTok, le réseau social qui ouvre les portes du vide. Plus besoin de penser ou de réfléchir, TokTok s'occupe de vous divertir. TokTok, disconnect your brain. Voici TokTok, le réseau social qui ouvre les portes du vide. Plus besoin de penser ou de réfléchir, TokTok s'occupe de vous divertir. TokTok, disconnect your brain. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Candice, tu as 18 ans et cet été tu as parcouru l'Europe en train grâce au dispositif Interrail. Alors pour commencer, peux-tu nous présenter ce dispositif? De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Combien ça coûte? Où se renseigner, etc. etc. Interrail, c'est un dispositif qui permet de voyager en train de façon un peu illimitée. Alors c'est-à-dire qu'on paye un pass de train qui permet de faire plusieurs destinations comme on souhaite. On peut aller où on veut avec un seul pass. Alors moi j'avais un pass Europe, 1 mois 7 jours, c'est-à-dire que j'avais 7 jours de voyage compris dans 1 mois. Donc je pouvais faire 7 jours de train et je pouvais prendre autant de trains que je voulais sur chaque jour de voyage. Du coup, moi, mon pass, je l'ai gagné avec le dispositif de Discover EU de l'Union européenne qui permet à tous les jeunes de 18 ans de gagner un pass Interrail si on est dans un pays membre de l'Union européenne. Donc la France, c'est bon. Du coup, j'ai gagné ce pass et ça m'a permis d'avoir les trains quasiment gratuits, puisque je n'ai pas payé le pass. Alors si vous voulez le faire mais que vous n'avez pas 18 ans, vous pouvez également, puisqu'on peut acheter des passes Interrail, il y a différentes formules qui peuvent s'adapter. Moi, mon pass, du coup, je l'ai gagné et alors j'ai quand même payé certains trains. C'est des réservations de sièges qui sont obligatoires. Par exemple, en France, si on veut prendre un TGV, on est obligé de réserver un siège. Donc, j'ai dû payer certaines parties, mais c'est vraiment moins cher que si on payait un billet de train. En tout, du coup, j'ai payé 100 € de billets de train, de réservation, pour le mois complet, et j'ai pu faire ce voyage. Ça m'amène à une autre question, qui est ce fameux dispositif qui t'a permis de gagner ce pass. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est un dispositif mis en place par l'Union européenne et par le même dispositif que Erasmus. En fait, on s'inscrit, on donne nos informations, nom, prénom, adresse, tout ça, et on doit répondre à 3-4 questions, vraiment simples en fait, sur l'Union européenne. Et donc après, c'est un tirage au sort. Tu peux nous rappeler le nom de ce dispositif et quand tu dis on s'inscrit où? Ça s'appelle discover.eu et on s'inscrit sur le site discover.eu. Tout est expliqué, il y a plein de rubriques qui expliquent comment ça fonctionne. On peut faire plusieurs choses sur le site. On peut s'inscrire tout seul ou en groupe. C'est-à-dire que si on s'inscrit en groupe, c'est une personne s'inscrit et les autres juste mettent leurs informations mais ne répondent pas aux questions. C'est-à-dire que si la personne qui s'est inscrite et qui a répondu aux questions gagne le pass, tous les autres membres du groupe le gagnent obligatoirement. Voilà. C'est super. C'est vraiment bien, oui. Donc si on peut voyager avec un groupe de 5 personnes en fait et que y a pas, chacun ne le fait pas de son côté et il y en a un qui risque de pas partir. Et il n'y a pas de limite d'âge? C'est que pour les jeunes de 18 ans, l'année de leurs 18 ans en fait. Je reviens au pass. Donc toi tu l'as pas payé, mais si oui. Tu l'avais payé, est-ce que tu as une idée de combien ça coûte? Oui bien sûr, alors j'ai regardé, le pass 1 mois 7 jours, il coûte environ 250 €. C'est le format le plus facile, le plus rentable en soi, puisque c'est ce qui permet de faire pas mal de choses en un temps assez correct. D'accord, et il y a d'autres types de formules, ça? Il y a d'autres types de formules, il y a des formules par pays, par région, par exemple péninsule d'Espagne, avec le Portugal, Scandinavie. D'accord. Italie. Et sur une durée plus longue aussi, si je veux partir 3 mois? Il y a sur 3 mois aussi. Donc je peux le faire à n'importe quel âge. Ouais. Et ensuite, je choisis ma formule. Exactement. J'achète un billet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et avec ce billet, je peux voyager pendant, admettons, 3 mois. Exactement. Partout en Europe. C'est ça. Exactement. D'accord. En sachant que pour certaines lignes, je suis quand même obligé, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, de réserver les places. Certaines, ouais. Alors c'est très rare les places qui sont obligatoires
obligatoire d'être réservée. Celle que j'ai dû être obligée de réserver, c'était que en France. Sinon, la plupart des trains en Europe, on n'est pas obligé de réserver. Mais si on veut une place assise sûre, et que par exemple, moi j'ai voyagé en été, alors les trains, il y a plus de monde qui les prennent, alors c'était mieux de réserver une place. Comment on sait quel train on doit réserver et ceux qu'on n'a pas besoin? C'est marqué, c'est marqué réservation obligatoire. Où se renseigner pour acheter ce pass? On tape passe Interrail et il y a le site Interrail. Donc, est-ce que c'est lié à la SNCF ou c'est complètement autre chose? Pas du tout, non, c'est la SNCF. Alors toutes les compagnies de trains d'Europe nationales sont dedans en fait. Sont partenaires? Oui, voilà, sont partenaires. Mais c'est un dispositif européen. C'est un dispositif européen, voilà. Pour Interrail, ça me paraît clair. Nous allons maintenant parler de ton périple européen, en commençant par sa préparation. Comment l'as-tu organisé? Le choix du circuit, comment as-tu géré les réservations, combien ça coûte, encore une fois, qu'as-tu emporté dans tes bagages? La préparation, vu que moi je partais en été, j'ai gagné mon pass en janvier et les trains n'étaient pas encore sortis, qu'il n'y avait pas les horaires de train. Alors j'ai commencé à réserver réellement à partir d'avril, mais j'avais déjà préparé ce que je souhaitais faire. Mais j'ai pu réellement regarder les horaires et m'organiser avec les horaires qu'à partir d'avril, parce que je partais en été. Mais il y a toujours ce délai de train, on ne peut pas savoir un an à l'avance les trains. Ensuite, pour préparer, en fait, il y a une application pour le pass Interrail, où dessus on a notre pass. On a les horaires de train, de tous les trains qui existent en Europe. Alors il n'y a pas tous les trains, et des fois il faut vérifier avec les compagnies nationales, mais normalement c'est plutôt bien renseigné. On peut par exemple faire jour 1 de voyage, je souhaite faire tel trajet. Par exemple, mon premier trajet c'était Paris-Munich, Bordeaux-Munich du coup. Je souhaite faire Bordeaux-Munich et je tape Bordeaux-Munich et il va me dire pour faire Bordeaux-Munich tu dois passer par Paris et après Stuttgart et ensuite Munich. Tout est regroupé en fait. Que pour réserver c'est plutôt simple. Après c'est un peu une organisation parce qu'on doit organiser aussi l'hébergement. Les repas et tout ça. Et les repas. Pour les hébergements, ce que j'ai fait c'est qu'on est plutôt parti sur ce qui était le moins cher possible parce que quand on a 18 ans on n'a pas beaucoup de fonds pour voyager. Alors j'ai fait une auberge de jeunesse et sinon j'ai fait des appartements. Souvent c'était avec un espace cuisine commun parce que vu que je partais un mois je souhaitais faire la cuisine pour certains repas puisque manger dehors sinon ça coûte vite cher. Oui. Alors on faisait des courses et on préparait certains repas. Donc on a pris souvent des logements avec un espace commun, une cuisine commune et aussi une machine à laver puisque je suis partie avec juste un sac à dos, un gros sac à dos mais un sac à dos quand même et donc il faut laver les affaires et parce que quand on part un mois on peut pas prendre un mois de vêtements, une tenue par jour. Alors c'était comme ça que on a cherché nos critères d'hébergement puis après en fonction de ça on a pris les moins chers possibles en regardant évidemment si c'était pas un lieu insalubre parce que bon on a quand même eu quelques surprises mais ça bonne ou mauvaise? Alors on a eu des bonnes surprises, on a eu des surprises étonnante. C'est-à-dire qu'à un moment, on pensait avoir un appartement pour juste nous. Et il s'est avéré que dans cet appartement, il y avait des boîtes. Dans ces boîtes, il y avait des lits. Alors, c'était assez étrange. On s'est retrouvés à dormir dans un lit qui est dans une boîte. En fait, c'était comme une auberge de jeunesse, mais chaque personne avait sa petite boîte, quoi. Donc, on était au moins fermés, avec un espace d'intimité, quoi. Donc, c'est ça juste le truc en plus. Mais on n'était pas du tout au courant que ça allait être ça. Ça n'était marqué nulle part. Alors, c'était une surprise. C'était où, ça? Dans quel pays? C'était à Vienne. En Autriche. Alors, faut bien regarder les commentaires. Si je peux vous donner un conseil, c'est ça. En termes d'hébergement, ça nous a coûté 645 € pour un mois. En tout, dans tous les pays que tu as traversés? Ouais, en tout, le total de tous les hébergements pour un mois par personne. C'est-à-dire 30 nuits, 600 €? Exactement, c'est ça. C'est pas très cher. Non, franchement, on s'en est très très bien sortis. Puis après, on a fait nos repas nous-mêmes. On s'est autorisé des repas dans chaque ville pour goûter la cuisine locale quand même, parce qu'on voulait se faire plaisir. Et il y a aussi des dépenses qu'on n'a pas prévues. Oh, ça a l'air bon, allons-y. Alors du coup, décris-nous ton circuit. Alors mon circuit, je suis partie de Bordeaux du coup. Ma première ville c'était Munich, on est resté 3 jours à Munich. Ensuite on est parti à Prague en République tchèque. On est resté 4 jours, on était en auberge de jeunesse. Ensuite on est allé à Vienne en Autriche. On est resté aussi 3 jours je crois. Puis après on est allé à Budapest en Hongrie. On est resté 4 jours.
Ensuite, on est allé à Graz, c'est en Autriche, la deuxième ville d'Autriche. Ensuite, on est parti à Vérone, en Italie. Et on est resté 3 jours aussi. Et on est passé par Milan au retour. On est resté 2 jours à Milan. Sacré circuit. Sacré circuit. Donc ensuite, de Milan, tu es revenu. De Milan jusqu'à Bordeaux, voilà. Bordeaux. Donc c'est tes 7 jours de voyage. Exactement. Voilà, avec à chaque fois 3, 4 jours sur place. Exactement. Sachant que le Vérone-Milan, on l'a payé par nous-mêmes, car les trains ne sont pas du tout chers en Italie, on a payé ça à 5 €. En fait, on ne pensait pas passer par Milan, mais faire Vérone-Bordeaux nous faisait automatiquement un arrêt à Milan. Alors on s'est dit, autant visiter Milan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Où vous avez vraiment visité les villes? Alors, vu qu'on est majoritairement resté dans des villes, on a plutôt visité les villes. Sauf à Vérone, il y a le lac de Garde qui est juste à côté, qui ressemble beaucoup au lac de Com. Et on y est allé pour une journée et c'était vraiment très très beau. Sinon, on est vraiment resté dans les villes parce qu'on n'avait pas de moyen de sortir de la ville à part prendre des excursions, mais ça coûte vraiment cher. Alors, on est resté dans les villes. Puis il y a quand même pas mal de choses à faire puisque c'est des grosses villes et certaines c'est des capitales, alors c'était vraiment assez rempli. Est-ce que tu avais anticipé, préparé ce que tu allais faire dans chaque ville ou vous vous êtes laissé porter par l'ambiance sur place? On avait fait une liste des choses qu'on voulait vraiment voir, absolument, mais on n'avait pas fait de programme défini. Quand on arrivait dans une ville, on disait tu penses que tel jour on peut faire ça et ça, puis c'est dans le même quartier, mais on faisait au jour le jour. Mais on avait quand même une petite liste de absolument nos choses qu'on voulait faire. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui voyageaient comme vous avec ce système ou pas du tout? Oui, on a rencontré 2 groupes de personnes. Alors à Prague, on a rencontré 2 filles françaises qui faisaient aussi Interrail. Et à Vienne, on a rencontré un garçon français avec une fille italienne qui faisait également Interrail. C'est quelque chose qui est utilisé tous les ans par beaucoup de jeunes. Ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche de mieux en mieux aussi de ce que j'ai vu, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui le font en fait. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ça permet de voyager quand on est jeune. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. En ce qui concerne les réservations des trains, est-ce que tu as tout réservé à l'avance avant de partir ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du voyage? Alors du coup, je suis partie avec une personne, donc on était 2. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout réservé à l'avance, puisque c'était ce qui nous semblait le plus pratique pour nous et le plus sécurisant. C'était notre premier voyage seul, alors on ne voulait pas trop tenter l'aventure. Mais on peut faire au jour le jour, sachant que il faut quand même, si on a un trajet qui est réservé, on peut l'annuler jusqu'à 24 heures avant. En fait. Donc dans tous les cas, on aurait pu faire au jour le jour si ça nous prenait en plein milieu du voyage. Mais il faut l'annuler minimum 24 heures avant. Sinon, on perd le jour de voyage. Mais il y a des gens qui font... à la dernière minute, ils n'avaient pas ce jour de voyage prévu. Ils peuvent activer leur jour de voyage et prendre le premier train. Quoi. Tu peux absolument arriver dans une ville et décider d'y rester exactement. 2 semaines. Exactement. Ouais. Finalement, parce que c'est vraiment un endroit qui te plaît beaucoup. Exactement. Ben, c'est justement fait pour ça. Alors le voyage, je vois que tu as ramené un carnet de voyage. Oui. Est-ce que, quels sont tes meilleurs souvenirs, peut-être les pires souvenirs aussi? Alors du coup, j'ai fait un carnet de voyage où j'ai noté à peu près jour par jour un peu les choses que j'ai faites et j'ai collectionné des petits tickets, des photos et ce genre de choses. Alors j'essayais de faire ça tous les soirs. Alors à la fin, ça n'a pas trop bien réussi et parce que le fait de faire un mois de voyage consécutif et de changer souvent d'endroit, ça fatigue. Et je me suis laissé des pages vides pour mettre après des photos que j'avais prises, parce que j'ai pris mon appareil photo pour le voyage. Alors mon but c'était aussi d'imprimer des photos pour les mettre dedans, ce que je n'ai pas encore fait. Mais du coup j'ai fait jour par jour avec des petites explications de ce que j'ai fait dans la journée. Tu peux nous en lire un petit bout? Oui, bien sûr. Bah voilà, par exemple ici, donc c'est le 6e jour de voyage. Je mettais le numéro du jour de voyage, je mettais la date. Et là, c'était le 2e jour que j'étais dans la ville, donc à Prague. Donc je mettais que j'étais le 2e jour à Prague. Alors par exemple, là j'ai écrit ce matin, on a commencé la journée par la visite du château de Prague. On a vu des armes et des armures médiévales, des instruments de torture et toutes sortes d'objets de l'époque. On a ensuite mangé des sandwichs. Après j'ai mis des anecdotes, par exemple là j'ai mis avec
une seule tranche de fromage parce qu'on nous a volé nos autres tranches de fromage. C'était en auberge de jeunesse, faites attention. Et ensuite on est allé dans une petite cour intérieure. On a continué la visite du château avec le palais, la cathédrale et de nombreux monuments tout autour de la place. On s'est ensuite promené dans les jardins, puis on est allé au mur John Lennon, qui était un peu surfait mais intéressant à découvrir, et en plus en face de l'ambassade française. On est ensuite allé sur le pont Charles, le plus vieux pont de Prague, et on est retourné dans la vieille ville. On a mangé des sortes de tapas tchèques, et on est retourné vers l'auberge de jeunesse en passant par la place de la vieille ville. Et ensuite j'ai mis un ticket du château de Prague où il y a des photos dessus. Donc toutes tes journées sont résumées. À peu près comme ça. D'accord. Si j'ai eu des petites anecdotes, comme le vol du fromage, je le mets. Vous avez résolu cette enquête du vol du fromage? Non, jamais, malheureusement. Notre paquet était neuf, on l'a ouvert à notre place et on nous a pris la moitié. D'accord. Alors c'était... Et après on nous a volé du jus de pomme. On avait bu un verre chacun. Décidément. C'était assez dommage. On a eu ce problème qu'une fois, donc ça va. Alors d'habitude je demande en dernière question aux invités 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous aimez pas. Dans ton cas je vais rajouter pendant ce voyage. Alors 3 choses que j'ai aimées. J'ai aimé découvrir de nouvelles villes avec des cultures vraiment différentes, surtout en République tchèque et en Hongrie. C'était vraiment différent. J'ai aimé aussi être surprise par ce que j'ai vu, parce qu'on a toujours un a priori de ce qu'on va voir, une attente. Et j'ai à chaque fois été surprise, surtout par Munich, que j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à une ville vraiment incroyable, mais c'est, je pense, la 2e ville que j'ai préférée. Ensuite, une 3e chose que j'ai aimé, j'ai quand même aimé prendre le train, parce que j'avais peur que ce soit très long. Et en fait, c'est plutôt rapide en soi, ça dépend aussi des jours. Mais c'est vraiment bien, on découvre plein de paysages. Sur le retour, on est passé de l'Italie jusqu'en France, on est passé par la Suisse. C'était des paysages magnifiques et je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de prendre le train, puisqu'on voit des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est en avion. 3 choses que j'ai pas aimées. Alors, du coup, comme les attentes, je l'ai dit, il y a des villes où je m'attendais à quelque chose de vraiment bien et j'ai été un peu déçue. Par exemple, Vienne, je m'attendais à une très belle ville, vraiment incroyable. Et c'était en fait juste pas à la hauteur de mes attentes. C'est déjà très cher, l'Autriche. Et surtout, c'est des châteaux et des palais un peu comme partout en Europe en soi. C'est pas forcément ce que j'ai vu en République tchèque ou en Hongrie par exemple, qui était vraiment un autre style architectural. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, une 2e chose, j'ai pas apprécié forcément le fait d'avoir un budget assez limité. Oui. Alors c'est pas la meilleure chose. Ça empêche un peu de faire des activités. Ça génère un peu de frustration. Ça génère de la frustration. On s'est quand même pas mal fait plaisir, mais voilà, c'est un peu dommage. Et si on avait eu un budget un peu plus conséquent, ça nous aurait forcément permis de mieux profiter. Et une dernière chose que j'ai pas forcément aimé, je dirais, c'est que le fait qu'en fait on s'en rend pas compte, mais c'est quand même long, 1 mois, et ça fatigue beaucoup. Et ça m'énervait un peu d'être fatiguée, puisque du coup je me reposais plus et j'avais l'impression de pas assez profiter des visites. De pas rentabiliser les visites ton temps et ton de voyage. pas faire assez de choses en fait. Mais la fatigue, c'est quelque chose de vraiment important qu'on a vachement remarqué. On change de ville beaucoup de fois, on prend le train, on change de logement, on a le même sac à dos qu'on doit défaire, refaire. Alors ça génère beaucoup de fatigue. Alors du coup, si tu dois conseiller à quelqu'un qui aurait ton âge là, qui se dit c'est une bonne idée, je vais essayer de le faire l'année prochaine, qu'est-ce que tu lui conseilles? Je lui conseille de partir moins longtemps. Pas forcément, mais prendre en compte ce facteur et peut-être s'adapter. Peut-être à la fin, rester un petit peu plus longtemps dans les lieux pour peut-être voir un peu plus de choses. Ou alors prévoir peut-être des endroits qui ont moins de choses à faire ou un peu plus tranquilles que des grosses villes. Des jours off. Ouais, des jours off, exactement. Ou prévoir même des jours off. Quand on était à Graz, en Autriche, il y avait beaucoup moins de choses à visiter. Donc on s'est pas mal reposé. On avait un peu prévu d'aller là aussi pour ça, si ce n'était pas notre choix d'itinéraire de base. On a quand même visité et beaucoup aimé la ville, mais on s'est plutôt reposé. Donc prévoir ce facteur de fatigue et de jours off. Le budget aussi peut-être. Prévoir le budget. Une fois que vous avez vos hébergements et réservé vos trains, essayez de prévoir un budget nourriture. Par exemple, nous, on savait qu'on voulait faire
un petit restaurant par ville pour découvrir. Donc on a fait ça et ensuite on faisait attention, on mangeait des sandwichs ou des salades de pâtes. Ou... Peut-être aussi prévoir pour les sorties si on veut visiter c'est toujours payant. Oui, aussi on a fait ça. Des choses qu'on voulait absolument visiter et même pas celles qu'on voulait pas forcément visiter, mais quand on a planifié, qu'on a fait une liste un peu des choses qu'on aimerait voir, on a à chaque fois regardé les prix, regardé les visites. Alors nous on est étudiants, alors on a forcément des tarifs étudiants, même si des fois... Ça fonctionne dans tous les pays les tarifs étudiants ? Quasiment tous, oui. Donc avec la carte d'étudiant française, ouais. On a aussi des tarifs... Ouais, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc prévoir un peu les prix des visites, puisque nous on avait regardé, si on visitait tout ce qu'on avait mis, ça nous coûterait environ 250 €. Alors c'est quand même une part du budget, quoi. Alors je sais pas si on a fait exactement tout, mais voilà, prévoir ça. Et prévoir aussi les transports en commun. Puisque les gares sont pas forcément dans le centre-ville. Oui. La plupart du temps si quand même, mais même il faut quand même prévoir ces transports en commun. Alors nous on n'a pas vraiment prévu ça. On a fait on verra sur place. Et en fait ça compte quand même. Ça c'est cher. Certaines villes on n'a pas du tout utilisé les transports en commun, on a fait que marcher. Prague par exemple on n'a même pas utilisé, enfin une fois, mais pour aller du coup de la gare à notre hébergement. Mais certaines villes on était obligés du fait que notre hébergement était loin du centre. Alors il faut prendre en compte ce coût de transport en commun parce que c'est quand même plutôt cher, surtout dans les capitales d'Europe. Il y a certains pays qui sont plus chers que d'autres. Et votre budget global par personne c'était combien au final ? Je pense 1 100 €. Tout compris pour un mois. Ouais, tout. Bon, on a eu un restaurant qu'on n'a pas payé. Et ouais. Non, on s'est fait inviter. En fait, il aurait fallu un peu plus, c'est ça que tu nous dis. Il aurait fallu peut-être un peu plus. Alors nous, on s'en est vraiment bien sortis avec ça. On était quand même très contents. On a quand même visité beaucoup de choses et on a profité. Mais oui, ça permet de se dire si là j'ai envie d'un goûter, je vais pas me dire non, je prends pas de goûter parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Question pratique, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir quand on part comme ça, je sais pas, l'objet dont tu t'es servi tout le temps et auquel on pourrait peut-être ne pas penser avant de partir ? Moi, je suis partie en sac à dos. Alors, je vous dirais des mousquetons. C'est très très utile pour accrocher plein de choses au sac à dos ou même dans votre chambre. Alors, en plus, nous, on a eu un petit problème, c'est qu'il y avait à Vienne une cuisine dans notre logement, mais pas de casserole. Alors, on s'est retrouvés à devoir acheter une casserole. Alors, on l'a ramenée avec nous parce qu'on n'allait pas la laisser. On a payé notre casserole. Et alors, on a dû avoir une casserole accrochée au sac à dos. Alors, ça faisait des scènes assez drôles. Mais du coup, les mousquetons étaient bien utiles pour ça. Sinon, je dirais aussi un cadenas pour les auberges de jeunesse. Pour pas se faire piquer son fromage. Exactement. Après, là, c'était dans le frigo. Alors bon. Et sinon... une lampe, peut-être. Je dirais une lampe. Alors, moi, j'aurais dit ça aussi, mais finalement, Pas forcément. Mais plutôt des tongs ou des trucs comme ça, pour si on est dans des espaces communs. Sinon, je dirais... des coussins pour le cou, pour le train. D'accord. C'est très utile pour faire un petit dodo dans le train. Étant donné que vous avez traversé plein de pays, pour la communication, comment ça se passe avec les gens ? Ça se passe très bien. Alors, nous, on parle tous les deux très bien anglais. D'accord, donc l'anglais. Donc, on a quasiment parlé anglais. La personne avec qui je suis partie parle un tout petit peu allemand. L'allemand du collège et du lycée, quoi. Oui. Mais voilà. Sinon, c'est quasiment l'anglais. La plupart des gens parlent bien anglais, surtout si c'est des trucs en relation avec le tourisme ou la restauration. Ouais. La plupart des gens parlent bien anglais. Et donc, tu conseilles quand même de connaître au moins les rudiments d'anglais. Ouais, au moins ça, puisque sinon c'est un peu compliqué. Mais après, on a quand même utilisé pas mal Google Traduction et Google pour les sous, pour changer de sous, parce que en République tchèque et en Hongrie, c'est pas la même monnaie, c'est pas l'euro. On a dû faire des échanges. Si vous allez dans des pays qui ont ça aussi, prévoir un peu. Mais sinon, c'est plutôt simple. La plupart des trucs qu'on peut maintenant prendre une photo et traduire directement à partir d'une photo. Donc ça va. Alors ton top 3 des villes ? Mon top 3 des villes. Alors, la ville que j'ai préférée, c'est Prague. J'étais très surprise et c'est vraiment une très très belle ville, je trouve. J'ai également vu des photos de Prague en hiver et ça a l'air aussi sublime avec de la neige. Prague, vraiment magnifique. Les bâtiments sont juste tous merveilleux.
Il y a des clochers partout, c'est appelé la ville aux 100 clochers. Il y a une très belle rivière, très beaux ponts, très beaux bâtiments et une très belle culture, une culture très riche. Et c'est vraiment une ville que j'ai appréciée. Sinon, deuxième, je dirais Munich, parce que j'ai été très surprise de cette ville, je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a un immense parc qui est vraiment incroyable. C'est un des plus beaux parcs que j'ai vu. En plein centre-ville, les bâtiments sont... ça se voit que c'est allemand en soi. J'avais jamais visité l'Allemagne ou n'importe quelle ville en Allemagne. Et c'est vraiment la culture bavaroise par excellence. Et c'est vraiment très sympa, une très belle ambiance. Puis si vous voulez y aller pour le Oktoberfest, je pense que l'ambiance doit être pas mal aussi. Sinon, je dirais Vérone, en Italie. Alors j'aime beaucoup l'Italie, donc c'était assez facile. Puis surtout la nourriture italienne. Mais c'est une très belle ville avec un très beau château fortifié, un très beau centre-ville, un peu la ville italienne romantique par excellence. J'ai même préféré, je pense, Vérone à Milan. Milan est très jolie avec une magnifique cathédrale, mais Vérone est beaucoup plus petite et beaucoup plus humaine. Un peu comme un village italien, mais qui a plein de touristes. Et l'endroit le plus dépaysant? L'endroit le plus dépaysant, alors je pense que c'est le lac de Comme, j'étais pas au lac de Comme, mais au lac de Garde, pardon, en Italie. Un lac au pied des montagnes avec des ruines romaines sur la falaise, c'est vraiment quelque chose de fou. Alors c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu, je pense, qui est vraiment exceptionnel. Et l'endroit où il y avait les gens les plus sympas? Je pense que c'est... c'est difficile. Je pense que c'est en Italie. Les gens sont très sympas en Italie. Ouais, en Italie. En Italie ou en Allemagne. Mais merci beaucoup alors. Pas de soucis. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.